Et bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, que tout va bien pour vous. Bonsoir, bonsoir. Donc, coucou Julien, coucou Mac, coucou Bonnie. Comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Bien nice. Blablabla. Je suis déjà perdue. Oui, remettre la musique. Fatigué. Oh non, c'est important de se reposer. Prends soin de ta santé. J'espère que ça va aller. Je vous avoue que je suis un petit peu fatiguée aussi. J'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière. Donc je pense que je vais essayer de pas finir excessivement tard ce soir parce que j'ai manqué de piquer de l'œil pendant l'intro. Je fais oula, 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 oula. Alors se réveiller là, c'est pas l'heure. Et coucou Marius, bonsoir, bonsoir, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Je vais dormir toute la nuit, 20 h jusqu'à 10 h du matin, on sera toujours fatigué. Ah, je compatis, c'est terrible ça. Après, trop dormir, quand je sais que moi, quand je dors trop, je me réveille plus fatiguée qu'avant que je peux partir me coucher. Ça va bien, nice. Donc dormir beaucoup, c'est pas forcément gage d'un sommeil réparateur en vrai. Je sais que si je dors trop, je me réveille, j'ai mal au crâne. Donc bon, apnée du sommeil. Uff, force. C'est pas cool ça. Et t'as pas... Je sais pas si ça soigne ou s'il n'y a pas une opération qui est possible pour ça, non? En tout cas, j'espère que ça va s'arranger, même si s'il n'y a pas de traitement, ça risque d'être compliqué. Pas d'opération. Oh non! Zut. Qu'est-ce que vous avez mangé? Tu peux avoir une machine. Ouais, non, mais c'est pas super pratique, non? Après, est-ce que c'est mieux d'avoir ça et que ce soit pas pratique ou de rien avoir et que tu dors mal? C'est compliqué, hein. Je vais faire des tests mardi prochain. Ah, ok, ok. Bon, ça a l'air d'être un diagnostic récent, alors du coup. Force et courage, j'espère que ça va aller. Quiche Lorraine. Oh! C'est bon, les quiches. Chaque fois que je parle de quiche, ça me fait penser à Variolus, du coup, forcément, forcément. Moi, j'ai- oui, j'ai mangé des cordons bleus avec des rosties. Genre, j'ai mangé, il était 18 h, il est 20 h, j'ai déjà oublié ce que j'ai mangé. Si quelqu'un a retrouvé ma mémoire quelque part, ce serait gentil de me la rendre parce que je crois que je l'ai perdue. Non, parce que là, c'était fort quand même. J'étais vraiment en train de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai mangé tout à l'heure déjà? Je sais plus. Pas mal, hein. C'est français. En 2 heures, j'ai oublié. Et c'est ça qui est terrifiant. Mais le pire, c'est que c'est moi qui me suis occupée de les préparer. C'est pas, je vais pas dire les cuisiner parce que c'était juste mettre les trucs au four, hein. Mais c'est moi qui les ai préparés. C'est même pas que c'est mon mari qui a fait la cuisine, c'est moi qui a mis tous les trucs au four. Et j'ai oublié. Par contre, je me rappelais que j'avais pris de la brioche au dessert.
C'est terrible, hein. C'est terrible. Je sais pas si je dois être impressionnée ou terrifiée. Vraiment, je sais plus. Parce qu'à la fois, c'est un petit côté fascinant. Genre, c'est vraiment possible de réussir à faire ça. Mais en même temps, c'est pas quelque chose de super positif. Donc bon, je suis douée pour un truc qui est pas ouf. Hmm. Zut. C'est chaud. Oui, c'était chaud les trucs que j'ai cuisinés en plus parce qu'ils étaient au four. Et j'ai un nouveau four d'ailleurs, j'en suis très contente. Donc forcément, c'était chaud, ouais. Bonjour, team premier degré. Ah là là. Blague, tout ça, quoi, vous savez. Et on va commencer les oracles. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour Julien? Ah, j'avais pas vu du coup la quiche au maroilles. Oh, trop bien. Vous avez mangé tous les deux des quiches en fait. J'ai entendu le paquet de cartes. Nodies, tu rencontres un obstacle, mais est-il aussi insurmontable que tu l'imagines? Accepte la situation en te concentrant sur tes besoins essentiels. Tu trouveras ainsi la force et la patience de t'en libérer. Tu as toutes les ressources nécessaires. Et je te fais ça aussi, bonnet. Hop. Ourizaz, ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. T'as bien un obstacle dans la vie, il est tordu. Ichio. Aïe. Ça va être dur à surmonter, hein, mais garde un état d'esprit positif et confiant, je crois que la carte disait. Ou c'est une autre, je confonds, je sais plus. Mais tu as toutes les ressources nécessaires. C'est ça qu'il faut retenir le positif. D'ailleurs, rien à voir, mais hydratez-vous, buvez d'eau. Ah, pas de pâte, il est pas passé. Attends, attends. Ah, mon logiciel était plus connecté. J'ai fait la mise à jour juste avant, j'avais pas vu qu'il s'était déconnecté de Twitch. Euh, Merci pour le pas de pâte. Hydratez-vous. Buvez de l'eau du positif, oui. Boire de l'eau, c'est important. Tout à fait. Pensez bien à vous hydrater. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite des aventures de Sherlock Holmes. Page de titre. Donc, le titre, c'est bien Les aventures de Sherlock Holmes, donc, qui sont des nouvelles publiées entre juillet 1891 et juin 1892. Écriture positive. J'essaye en tout cas. J'essaye. D'avoir un petit côté zone agréable ici. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'était pas il y a 20 ou 30 ans qu'il a dit ça déjà Elle commence à dater cette citation maintenant.
Donc, pour l'instant, dans ce recueil de nouvelles, on avait lu un scandale en Bohême, la Ligue des Rouquins, une affaire d'identité et le mystère de la vallée de Boscombe. On va continuer de découvrir ça. Il nous en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si, mais tu relances encore de 20 ou 30. Ah Alors, bah, de toute façon, un jour ou l'autre, ça finira bien par arriver. Donc, un jour ou l'autre, cette citation sera exacte. Terrifiant à dire ça comme ça, mais... Il y a un moment où, dans le monde, ce sera vrai. Et c'est un peu flippant. Donc, j'espère que ce sera pas dans 20-30 ans, mais dans plus 200-300 ans, tu vois. Si ça te dérange pas, Bonnie, hein. On peut rajouter un zéro. C'est rien, un zéro, hein. Même deux. Deux, c'est bien. Didadidadoum. Est-ce qu'on se fait une petite partie de, de Foot Guesseur quand même avant de commencer? Mais juste une, hein. Dit la fille qui est incapable de s'arrêter quand elle fait une partie de Foot Guesseur. Euh, il est où mon Foot Guesseur? Food. Yeah. Hop. Let's go. Oula! Oula, il y a de la betterave là-dedans. Waouh, waouh. Oh waouh, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, ça m'a l'air d'être salé. Parce que clairement, là, c'est des accompagnements de plats salés. Donc il y a de la betterave, j'ai l'impression qu'il y a de la tomate, des petits pois, de la carotte. C'est une salade, clairement, je pense. Les motifs de l'assiette, est-ce que ça peut aider? Ça m'a l'air d'être grec. Est-ce que je me trompe? Grec. Pas loin, nord-est. Je suis vraiment une bille en géographie, moi, c'est terrible, hein. Bulgarie. Ça peut pas être la Bulgarie. Parce que la Bulgarie, il y a des frontières avec la Grèce. Oui, je suis en train de vérifier sur une carte. Peut-être la Roumanie, par contre. Romania. Ah, donc, frontière. Frontière Roumanie, bah la Serbie. Serbia? Non. Donc ça peut pas être la Hongrie, parce que la Hongrie a des frontières avec la Serbie. La Moldavie? Moldova. Autriche. Est-ce que ça marchait, Autriche? Il y a la Biélorussie, le Kirghizistan, l'Arménie, la Géorgie, l'Ouzbékistan, l'Estonie, la Moldavie, l'Azerbaïdjan, Tadjikistan, Latvia, je sais pas c'est quoi, Kazakhstan, Russie, Lituanie, Ukraine, Turkménistan. Il n'y avait pas l'Autriche. Donc ouais, c'était bien une salade. Ah, il y avait des patates. Ok, carottes, pickles, donc cornichons. C'était des cornichons, ok. Oignons, des pois. Il n'y a pas de... Attendez, je sais pas comment on dit...
Betterave en anglais. C'est beet, c'est ce qui me semblait. B-E-E-T, là, le premier ingrédient. Beets. Je connaissais pas le nom anglais de la betterave, étonnamment. Ça veut dire Biélorussie. Ça marche, c'était dedans. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une sauce tomate. Je dirais juste de la sauce tomate. Graisse, tu dirais? Ça a l'air d'être plutôt du côté, effectivement, méditerranéen, parce que là, on a des olives, on a du concombre. On retente la Grèce. Ah, bon bah, on est retombé pas loin. Qu'est-ce qu'il y a des frontières avec la Grèce? La Macédoine? Je sais pas c'est quoi le nom anglais de la Macédoine. Comment on dit Macédoine et pas la Macédoine de fruits, bien sûr. Macédoine, le pays. Macédonia? Mais pourquoi il me l'a pas suggéré? Non, je pense qu'il m'a juste traduit Macédoine comme un teuteux. Non, c'est ça, République. Ah, c'est République. Non. Moi, je sais pas. Ouais, on va essayer. Attends, il y a des frontières avec l'Italie? Oui, normalement, oui. Non? Si, il y a une frontière maritime. Je pensais que ça compte, la frontière maritime. Sinon, il y a la Turquie. Ça a l'air bien, la Turquie. Pour ce plat, je pense que... Turquie. Donc c'est quoi? Des œufs, des tomates, du poivron vert, des oignons, de l'huile d'olive. Ok. Non, c'est la Turquie. GG. Euh... Alors ça c'est un... Ça ressemble à un kebab, mais dans un pain bizarre. Je dirais Allemagne. Germanie. Pas du tout. Américain? Peut-être. No. Euh... Turquie? Waouh! Ah, je suis choquée là, je sais pas où c'est. Euh... Est-ce qu'on essaye un pays du genre... Brésil, vu les indications. Brésil. Mmh. Shawarma. Ouais, c'est pour ça que j'ai pensé à ça, mais non. Frontière, 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 je n'en sais rien. Pérou? Est-ce qu'on tente le Pérou? On peut avoir soit le Pérou, soit la Colombie, Venezuela. J'ai envie de tenter le Pérou. Comment on dit Pérou? Péruvien? Pérou. Raté. Uruguay, Paraguay, Argentine. Uruguay. Bah GG. GG pour l'Uruguay. J'ai pas fait un bon score. Du coup, comme j'ai pas fait un bon score, je suis triste. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait un chorizo frit. Alors, nous sommes donc dans la course à savoir, est-ce que c'est un rejeton des États-Unis ou est-ce que c'est un rejeton du Royaume-Uni? Les trucs frits, je dirais United States, hein.
Oh, je suis une mauvaise foi. Bah, Great Britain. United Kingdom. Après, venez me dire que j'ai des clichés nuls. Hein. Venez me dire que j'ai des clichés nuls. Hein. Mais, hé, à chaque fois, c'est véridique. Donc, c'est du bœuf, du porc ou du bacon. C'est ça, c'est des saucisses frites. T'allais dire la même. Mais j'ai dit, c'était soit un rejeton des États-Unis, soit un rejeton de l'Angleterre. Ça a pas raté. Ah, c'est un taboulé. Non, c'est pas un taboulé. C'est à base de boulgour. Mais ça peut marcher, non? Le taboulé, c'est de quel pays à la base? J'aurais dit Tunisie, mais je me trompe peut-être. Est. À l'est, il y a quoi? Euh... J'ai essayé l'Égypte. Turquie. Ah oui, Turquie, ça peut marcher. Ok. Ah, pas loin. On n'est pas loin. Les frontières de la Turquie. Techniquement, il y a la Grèce. Est-ce que on est encore tombé sur un plat pas loin de la Grèce? Sérieusement? On va essayer, hein. Ça ressemble, hein. Non. Turquie. T'as des frontières avec quoi? Avec la Syrie, avec l'Irak, l'Iran. Arménie? Arménie, non? Arménia. Non. Syrie ou Égypte? Syria. GG! Il y a des gens qui sont aussi doués que moi dans le chat. Et coucou Argol, bonsoir, bonsoir. On est un peu en retard, mais il n'y a que les US ou les UK pour perdre de telles purges gastronomiques. Tu le dis à chaque fois, hein. C'est pas des clichés. Comment tu vas, Argol? Bonsoir, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Là, j'ai fait un meilleur score pour l'instant. Là, je suis contente. Qu'est-ce que c'est? Non, mais me mettez pas un truc avec le drapeau. Me mettez pas une photo où on voit le drapeau. Mais, 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 mais vous le faites exprès? Je vérifie pour pas passer pour une teuteux, hein. Ah, c'est pas celui-là. Euh, C'est le drapeau de où, ça? C'est l'Algérie, si je me trompe pas. Oui. Algérie. Ouais, j'étais pas sûre, donc j'ai préféré vérifier. Pas besoin de la réponse, on l'a déjà, mais c'est clair. Bon, ça rejoint Morphée, mais ça va. Je suis un peu fatiguée aussi, mais ça va aller. On va faire les petites histoires tranquilles. C'est une paella, ça? Non. On va essayer, hein, Spain. Ah! Alors, si on regarde derrière, on voit qu'il y a, je crois que c'est du poulpe. Donc, je pense pour un pays en bord de Méditerranée. Soit ça, soit Portugal. Ouais, c'est ce que j'avais pensé. Vous voyez pas trop la soupe derrière ma tête, mais vous avez l'idée, quoi. Bah, on est dans la soirée sur la Grèce. Je parle bien du pays.
Ice Cold. De coup, on va partir sur quelque chose de plus exotique comme la Thaïlande. Hmm. Qu'est-ce qu'il y a comme frontière avec la Thaïlande? J'en sais rien. J'en sais rien. Déjà, les frontières européennes, je les connais pas. Me demandez pas les frontières thaïlandaises. Thaïlande, on a le Cambodge, le Myanmar ou le Laos. Ou la Corée. Non, la Malaisie. Que la Corée, n'importe quoi, moi. Euh, on essaye Myanmar. Corée. Non, 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 il n'y a pas Corée. C'est moi qui ai bugué. C'est pas du tout bon endroit. C'était Malaisie. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. J'ai essayé Myanmar. Myanmar. Non. Laos. Le Laos, il n'y a pas de frontière maritime. Donc ça me semble un peu moins probable. Mais peut-être Malaisie. Malaisie ou Cambodge. Malaisie ou Cambodge, je pense. Malaisie. Cambodge. Tata, Cambodge. Ah, il y a de la pâte de tamarin, du jus de citron, de l'ananas, de l'eau des... du water spinach. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, de trucs d'épinards. Des pois, des tomates. Oh, ça leur ressemble pas, hein. 20 000 points, ça, là on est bien. Là c'est pas mal. Allez. Ah, ah, les cheveux, ça faisait longtemps. Ouch. Des épinards à l'eau. Je pense que c'était de... Je sais pas ce que c'est que spinach water, je veux pas savoir. Alors, ce soir, on va donc continuer les aventures de notre très cher Sherlock et de son fidèle camarade Watson. Alors, je déplace mon micro. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de faire de résumé, parce que ce sont des nouvelles parfaitement indépendantes les unes des autres. Spinach et épinards. Ouais, je sais, mais est-ce que c'est pas un truc genre comme quand tu fais des carbos, tu prends l'eau de cuisson des pâtes ou c'est pas l'eau de cuisson des épinards? J'en sais rien, hein. Je ne fais que des suppositions, mais je me dis c'est peut-être ça aussi. Je sais pas non plus, je connais pas du tout. Pour rester dans la thématique de la bouffe, on va commencer notre première histoire. Est-ce que vous êtes bien confortablement installé? Est-ce que vous avez pris votre plaid? Est-ce que vous avez à boire à portée de main? Et est-ce que vous êtes prêts pour continuer les aventures de notre très cher Sherlock Holmes? Ça va le volume de la musique? Est-ce que c'est pas trop fort? Ça m'a l'air ok. Mais je me pose toujours la question. J'ai jamais confiance dans mon setup. Installez-vous. N'oubliez pas de prendre une bouteille d'eau ou quelque chose à boire à portée de main.
Et on est parti. C'est du semi-ASMR, ça passe. Ok. Bah, techniquement, j'ai mis ASMR dans mes tags parce que la lecture, certains considèrent ça comme de l'ASMR. Donc bon, si ça peut faire lire des gens. T'étais parti manger. Qu'est-ce que tu as mangé? Dis-nous tout. On veut savoir. Bonne soirée, Bonnie. Repose-toi bien. Des bisous. Bon courage pour demain. Pense bien à t'hydrater. Prends soin de toi. De la rillette. Oh, pas mal, pas mal, pas mal. Trop bien. Oui. Installe-toi confortablement. Petit plaid. Boisson à portée de main. Grignotage si vous voulez. Et dans ce cas, vous partagez. Et nous sommes partis pour notre première nouvelle de la soirée. Nous nous retrouvons donc ce soir pour une nouvelle affaire de Sherlock Holmes. Et cette histoire s'intitule Les 5 pépins d'orange. Quand je jette un œil, Quand je jette un coup d'œil sur les notes et les résumés qui ont trait aux enquêtes menées par Sherlock Holmes entre les années 82 et 90, j'en retrouve tellement dont les caractéristiques sont à la fois étranges et intéressantes qu'il n'est pas facile de savoir lesquelles choisir et lesquelles omettre. Quelques-unes, pourtant, ont déjà bénéficié d'une certaine publicité grâce aux journaux, et d'autres n'ont pas fourni à mon ami l'occasion de déployer ces dons exceptionnels qu'il possédait à un si haut degré et que les présents écrits visent à mettre en lumière. Quelques-unes aussi ont mis en défaut l'habilité de son analyse et seraient, en tant que récit, des exposés sans conclusion. D'autres, enfin, n'ayant été élucidées qu'en partie, leur explication se trouve établie par conjectures et hypothèses plutôt qu'au moyen de cette preuve logique absolue à quoi Holmes attachait tant de prix. Parmi ces dernières, il y en a une, pourtant, qui fut si remarquable en ses détails, si étonnante en ses résultats, que je cède à la tentation de la relater, bien que certaines des énigmes qu'elle pose n'aient jamais été résolues et, selon toute probabilité, ne le seront jamais entièrement. J'ai oublié de préciser une information. Savoir que, dans cette nouvelle, il y a certains mots que je ne peux pas prononcer. Je vais donc changer certains termes du récit pour des raisons évidentes de Twitch friendly. Bisous. L'année 87 nous a procuré une longue série d'enquêtes d'intérêt variable dont je conserve les résumés. Dans la nomenclature de cette année-là, je trouve une relation de l'entreprise de la Chambre Paradol, un exposé concernant la Société des mendiants amateurs,
Un cercle dont les locaux somptueux se trouvaient dans le sous-sol voûté d'un grand magasin d'ameublement. Des précisions sur la perte de la barque anglaise Sophie Anderson, sur les singulières aventures de Grace Peterson aux îles du Phare, et enfin sur l'affaire des poisons de Camberwell. Au cours de cette enquête, Sherlock Holmes, on ne l'a pas oublié, parvint en remontant la montre du défunt à prouver qu'elle avait été remontée 2 heures auparavant et que par conséquent la victime s'était couchée à un moment quelconque de ces 2 heures-là. Déduction qui fut de la plus grande importance dans la solution de l'affaire. Il se peut qu'un jour je retrace toutes ces enquêtes, mais aucune ne présente les traits aussi singuliers que l'étrange suite d'incidents que j'ai l'intention de narrer. C'était dans les derniers jours de septembre et les vents d'équinoxe avaient commencé de souffler avec une rare violence. Toute la journée, la bourrasque avait sifflé et la pluie avait battu les vitres, de telle sorte que, même en plein cœur de cette immense Londres, œuvre des hommes, nous étions temporairement contraints de détourner nos esprits de la routine de la vie pour les hausser jusqu'à admettre l'existence de ces forces élémentaires qui, telles des fauves indomptés dans une cage, rugissent contre l'humanité à travers les barreaux de la civilisation. À mesure que la soirée avançait, la tempête se déchaînait de plus en plus, le vent pleurait en sanglots dans la cheminée comme un enfant. Sherlock Holmes, pas très en train, était assis d'un côté de l'âtre à feuilleter son répertoire criminel, tandis que, de l'autre côté, j'étais plongé dans un des beaux récits maritimes de Clark Russell, de telle sorte que les hurlements de la tempête au dehors semblaient faire corps avec mon texte, et que la pluie cinglante paraissait se prolonger et se fondre dans le glapissement des vagues de la mer. Ma femme était en visite chez sa tante et pour quelques jours j'étais revenue habiter à Baker Street. Eh, mais, dis-je en regardant mon compagnon, il n'y a pas de doute possible, c'est la sonnette. Qui donc pourrait venir ce soir? Un de vos amis peut-être? En dehors de vous, je n'en ai point, répondit-il. Je n'encourage pas les visiteurs. Un client alors? Si c'est un client, l'affaire est sérieuse. Sans cela, on ne sortirait pas par un tel temps et à une telle heure. Mais c'est vraisemblablement une des commères de notre logeuse, j'imagine. Sherlock Holmes se trompait cependant, car nous entendîmes des pas dans le corridor et on frappa à notre porte. Sherlock étendit son long bras pour détourner de lui-même le faisceau lumineux de la lampe et le diriger sur la chaise libre où le nouveau venu s'assiérait. « Entrez » dit-il. L'homme qui entra était jeune, 22 ans peut-être, très soigné et mis avec élégance, ses manières dénotaient d'une certaine recherche et d'une certaine délicatesse. Tout comme le parapluie ruisselant qu'il tenait à la main, son imperméable luisant disait le temps abominable par lequel il était venu. Dans la lumière éblouissante de la lampe, il regardait anxieusement autour de lui, et je pus voir que son visage était pâle et ses yeux lourds, comme ceux d'un homme qu'étreint une immense anxiété. « Je vous dois des excuses, » dit-il, tout en levant son lorgnon d'or vers ses yeux. « J'espère que ça ne vous dérange pas, mais j'ai bien peur d'avoir apporté dans cette pièce confortable quelques traces de la tempête et de la pluie. »« Donnez-moi votre manteau et votre parapluie, » dit Holmes. « Ils seront fort bien là, sur le crochet, et vous les retrouverez secs tout à l'heure. Vous venez du sud-ouest de Londres, est-ce que je vois ? » « Oui, de Horsham. »
Ce mélange d'argile et de chaux que j'aperçois sur le bout de vos chaussures en est tout à fait caractéristique. Je suis venue chercher un conseil. C'est chose facile à obtenir. Et de l'aide. Ce n'est pas toujours aussi facile. J'ai entendu parler de vous, monsieur Holmes. J'en ai entendu parler par le commandant Prendergast, que vous avez sauvé dans le scandale de Tankerville Club. Ah, c'est vrai. On l'avait à tort accusé de tricher aux cartes. Il dit que vous êtes capable de résoudre n'importe quel problème. C'est trop dire. Que vous n'êtes jamais battu. J'ai été battu 4 fois. 3 fois par des hommes et 1 fois par une femme. Mais qu'est-ce que cela comparé au nombre de vos succès? C'est vrai, d'une façon générale, j'ai réussi. Vous pouvez donc réussir pour moi. Je vous en prie, approchez votre chaise du feu et veuillez me donner quelques détails au sujet de votre affaire. Ce n'est pas une affaire ordinaire. Aucune de celles qu'on m'amène ne l'est. Je suis la suprême cour d'appel. Et pourtant, je me demande, monsieur, si dans toute votre carrière, vous n'avez jamais eu d'occasion d'entendre le récit d'une suite d'événements aussi mystérieux et inexplicables que ceux qui se sont produits dans ma famille. Vous me passionnez, dit Holmes. Je vous en prie, donnez-moi depuis le début des faits essentiels et, pour le détail, je pourrai ensuite vous questionner sur les points qui me sembleront les plus importants. Le jeune homme approcha sa chaise du feu et allongea vers la flamme ses semelles détrempées. Je m'appelle, dit-il, John Openshaw, mais ma personne n'a, si tant est que j'y comprenne quoi que ce soit, rien à voir avec cette terrible affaire. Il s'agit d'une chose héréditaire aussi, afin de vous donner une idée des faits, faut-il que je remonte tout au début. Il faut que vous sachiez que mon grand-père avait 2 fils, mon oncle, Elias, et mon père, Joseph. Mon père avait à Coventry une petite usine qu'il agrandit à l'époque de l'invention de la bicyclette. Il détenait le brevet du pneu increvable Openshaw. Et son affaire prospéra si bien qu'il put la vendre et se retirer avec une belle aisance. Mon oncle Elias émigra en Amérique dans sa jeunesse et devint planteur en Floride où, à ce qu'on apprit, il avait très bien réussi. Au moment de la guerre de sécession, il combattit dans l'armée de Jackson, puis plus tard sous les ordres de Hood, et conquit ses galons de colonel. Quand Lee eut déposé les armes, mon oncle retourna à sa plantation où il resta 3 ou 4 ans encore. Vers 1869 ou 1800... Pardon. Vers 1869 ou 1870, il revint en Europe et prit un petit domaine dans le Sussex, près de Horsham. Il avait fait fortune aux États-Unis, mais il quitta ce pays en raison de son aversion pour... en raison de son aversion pour les personnes de couleur et par dégoût de la politique républicaine qui leur accordait la liberté. C'était un homme singulier et farouche qui s'emportait facilement. Quand il était en colère, il avait l'injure facile et devenait grossier. Avec cela, il aimait la solitude. Pendant toutes les années qu'il a vécues à Horsham, je ne crois pas qu'il ait jamais mis le pied en ville.
Il avait un jardin, 2 ou 3 champs autour de sa maison, et c'est là qu'il prenait de l'exercice. Très souvent pourtant, et pendant des semaines de suite, il ne sortait pas de sa chambre. Il buvait pas mal d'eau de vie, il fumait énormément, et n'ayant pas besoin d'amis et pas même de son frère, il ne voulait voir personne. Il faisait une exception pour moi. En fait, il me prit en affection car lorsqu'il me vit pour la première fois, j'étais un gamin d'une douzaine d'années. Cela devait se passer en 1878, alors qu'il était en Angleterre depuis 8 ou 9 ans. Il demanda à mon père de me laisser venir habiter chez lui, et à sa manière, il fut très bon avec moi. Quand il n'avait pas bu, il aimait jouer avec moi au tric-trac et aux dames, et il me confiait le soin de le représenter auprès des domestiques et des commerçants, de telle sorte qu'aux environs de ma 16e année, j'étais tout à fait le maître de la maison. J'avais toutes les clés, et je pouvais aller où je voulais et faire ce qui me plaisait, à condition de ne pas le déranger dans sa retraite. Il y avait pourtant une singulière exception qui portait sur une seule chambre, une chambre de débarras, en haut dans les mansardes, qu'il gardait condamnée fermée à clé, où il ne tolérait pas qu'on entrât, ni moi ni personne. Curieux comme tout enfant, j'ai un jour regardé par le trou de la serrure, mais je n'ai rien pu voir d'autre que le ramassis de vieilles malles et de ballots qu'on peut s'attendre à trouver dans une pièce de ce genre. Un matin, au petit déjeuner, c'était en mars 1883, une lettre, affranchie d'un timbre étrange, se trouva dans l'assiette du colonel. Avec lui, ce n'était pas chose courante que de recevoir des lettres, car il payait comptant toutes ses factures et n'avait aucun ami. Des Indes, dit-il en la prenant. Le cachet de Pondichéry, qu'est-ce que ça peut bien être? Il l'ouvrit aussitôt et il tomba 5 petits pépins d'orange desséchés qui sonnèrent sur son assiette. J'allais en rire, mais le rire se figea sur mes lèvres en voyant son visage. Sa lèvre pendait, ses yeux s'exorbitaient et sa peau avait la pâleur du mastic, et il regardait fixement l'enveloppe qu'il tenait toujours dans sa main tremblante. K, K, s'écria-t-il, puis « Seigneur, mes péchés sont retombés sur moi. » Pour des raisons évidentes, la prochaine fois, je ne dirai qu'une seule fois la lettre K. Hein, dis les bêtises. Qu'est-ce donc, mon oncle? M'écriai-je. La mort, dit-il, et en se levant de table, il se retira dans sa chambre. Je restai seul, tout frémissant d'horreur. Je ramassai l'enveloppe et je vis, griffonné à l'encre rouge,
sur le dedans du rabat, juste au-dessus de la gomme, la lettre K, 3 fois répétée. À part les 5 pépins desséchés, il n'y avait rien d'autre à l'intérieur. Quel motif pouvait avoir la terreur qui s'était emparée de mon oncle? Je quittai la table et en montant les escaliers, je le rencontrai qui redescendait. Il tenait d'une main une vieille clé rouillée qui devait être celle de la mansarde et de l'autre une petite boîte en cuivre qui ressemblait à un petit coffret en argent. « Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, je les tiendrai bien encore en échec !» dit-il avec un juron. « Dis à Marie qu'aujourd'hui je veux du feu dans ma chambre et on va chercher Fordham, le notaire de Horsham. » Je fis ce qu'il me commandait, et quand le notaire fut arrivé, on me fit dire de monter dans la chambre de mon oncle. Un feu ardent brûlait, et la grille était pleine d'une masse de cendres noires et duveteuses, comme si l'on avait brûlé du papier. La boîte en cuivre était à côté, ouverte et vide. En y jetant un coup d'œil, j'eus un haut-le-corps car j'aperçus inscrit en caractère d'imprimerie sur le couvercle le triple K que j'avais vu le matin sur l'enveloppe. « Je veux, John, dit mon oncle, que tu sois témoin de mon testament. Je laisse ma propriété avec tous ses avantages et ses désavantages à mon frère, ton père, après qui sans doute elle te reviendra. Si tu veux en jouir en paix, tant mieux. Si tu trouves que c'est impossible, suis mon conseil, mon garçon, et abandonne-la à ton plus terrible ennemi. Je suis désolée de te léguer ainsi une arme à 2 tranchants, et je ne saurais dire quelle tournure les choses vont prendre. Et la bonté de signer ce papier-là à l'endroit où M. Fordham te l'indique. » Je signai le papier comme on m'y invitait, et le notaire l'emporta. Ce singulier incident fit sur moi, comme vous pouvez l'imaginer, l'impression la plus profonde, et j'y songeai longuement, et je le tournai et retournai dans mon esprit, sans pouvoir rien y comprendre. Pourtant, je n'arrivais pas à me débarrasser du vague sentiment de terreur qu'il me laissait, mais l'impression devenait moins vive à mesure que les semaines passaient et que rien ne venait troubler le train-train ordinaire de notre existence. Toutefois, mon oncle changeait à vue d'œil. Il buvait plus que jamais et il était encore moins enclin à voir qui que ce fût. Il passait la plus grande partie de son temps dans sa chambre, la porte fermée, la clé à l'intérieur, mais parfois il en sortait et en proie à une sorte de furieuse ivresse, il s'élançait hors de la maison et courait par tout le jardin, un revolver à la main, criait que nul ne lui faisait peur et que personne, homme ou diable, ne le tiendrait enfermé comme un mouton dans un parc. Quand, pourtant, ses accès étaient passés, il entrait avec fracas et fermait la porte à clé, la barricadait derrière lui en homme qui n'ose regarder en face la terreur qui bouleverse les tréfonds de son âme. Dans ces moments-là, j'ai vu son visage, même par temps froid, luisant et moite comme s'il sortait d'une cuvette d'eau chaude. Eh bien, pour en arriver à la fin, monsieur Holmes, et pour ne pas abuser de votre patience, une nuit arriva où il fit une de ses folles sorties et n'en revint point. Nous l'avons trouvé quand nous nous sommes mis à sa recherche, tombé, la face en avant dans une petite mare couverte d'écume verte qui se trouvait au bout du jardin. Il n'y avait aucune trace de violence, et l'eau n'avait que 2 pieds de profondeur, de sorte que le jury
tenant compte de son excentricité bien connue, rendit un verdict de suicide. Mais moi, qui savais comment elle se cabrait à la pensée même de la mort, j'ai eu beaucoup de mal à me persuader qu'il s'était dérangé pour aller au-devant d'elle. L'affaire passa, toutefois, et mon père entra en possession du domaine et de quelques 14 000 livres qui se trouvaient en banque au compte de mon oncle. Un instant, intervint Holmes. Votre récit est, je le vois déjà, l'un des plus intéressants que j'ai jamais écouté. Donnez-moi la date à laquelle votre oncle a reçu la lettre et celle de son suicide supposé. La lettre est arrivée le 10 mars 1883. Sa mort survint 7 semaines plus tard, dans la nuit du 2 mai. Merci, je vous en prie, continuez. Quand mon père prit la propriété de Horsham, il fit à ma demande un examen minutieux de la mansarde qui avait toujours été fermée à clé. Nous y avons trouvé la boîte en cuivre, bien que son contenu eût été détruit. À l'intérieur du couvercle se trouvait une étiquette en papier qui portait les 3 initiales répétées K. Et au-dessous, lettres, mémorandum reçu et un registre. Ces mots, nous le supposions, indiquaient la nature des papiers que le colonel Openshaw avait détruits. Quant au reste, il n'y avait rien de bien important dans la pièce, sauf éparpillés çà et là, de nombreux journaux et des carnets qui se rapportaient à la vie de mon oncle en Amérique. Quelques-uns dataient de la guerre de sécession et montraient qu'il avait bien fait son devoir et s'était acquis la renommée d'un brave soldat. D'autres dataient de la refonte des États du Sud et concernaient pour la plupart la politique, car il avait évidemment pris nettement position contre les politiciens d'antichambre que l'on avait envoyés au Nord. Ce fut donc au commencement de 1884 que mon père vint demeurer à Horsham. Tout alla aussi bien que possible jusqu'à janvier 1885. 4 jours après le Nouvel An, nous étions à table pour le petit déjeuner. J'entendis mon père pousser un vif cri de surprise. Il était là, avec dans une main une enveloppe qu'il venait d'ouvrir, et dans la pomme ouverte de l'autre, 5 pépins d'orange desséchés. Il s'était toujours moqué de ce qu'il appelait mon histoire sans queue ni tête à propos du colonel, mais il paraissait très perplexe et très effrayé maintenant que la même chose lui arrivait. « Et quoi, diable, qu'est-ce que ça veut dire, John ?» balbutia-t-il. Mon cœur, soudain, devint lourd comme du plomb. « Et... K ?» dis-je. Il regarda à l'intérieur de l'enveloppe. « C'est bien cela !» s'écria-t-il. « Voici les lettres. Mais qu'y a-t-il écrit au-dessus ?» Je lus en regardant par-dessus son épaule. Il y avait « Mettez les papiers sur le cadran solaire. »« Quel papier? Quel cadran solaire ?» demanda-t-il. « Le cadran solaire du jardin, il n'y en a pas d'autre, dis-je. Mais les papiers doivent être ceux qui ont été détruits. »« Bah !» dit-il en faisant un effort pour retrouver du courage. « Nous sommes dans un pays civilisé ici, et des niaiseries de ce genre ne sont pas admises. D'où cela vient-il » De Dundee, répondis-je en regardant le cachet de la poste. C'est une farce absurde, dit-il. En quoi les cadrans solaires et les papiers me concernent-ils? Je ne peux tenir aucun compte de pareilles sottises. J'en parlerai à la police à ta place, dis-je. Il se moqua de moi pour ma peine. Pas de ça.
Alors, permets-moi de le faire. Non, je te le défends. Je ne veux pas qu'on fasse des histoires pour une pareille baliverne. Il était inutile de discuter car il est très entêté. Je m'en allais, le cœur lourd de pressentiments. Le troisième jour après l'arrivée de cette lettre, mon père quitta la maison pour aller rendre visite à un de ses vieux amis, le commandant Forbody, qui commandait un des forts de Portsdown Hill. J'étais content de le voir s'en aller car il me semblait qu'il s'écartait du danger en s'éloignant de notre maison. Je me trompais. Le second jour de son absence, je reçus un télégramme du commandant qui me suppliait de venir sur le champ. Mon père était tombé dans une des profondes carrières de craie qui sont si nombreuses dans le voisinage, et il gisait sans connaissance, le crâne fracassé. Je me hâtai de courir à son chevet, mais il mourut sans avoir repris connaissance. Il revenait, paraît-il, de Farnham, au crépuscule, et comme le pays lui était inconnu et que la carrière n'était pas clôturée, le jury n'hésita pas à rapporter un verdict de mort accidentelle. Bien que j'ai soigneusement examiné les circonstances dans lesquelles il mourut, je n'ai rien pu trouver qui suggérât l'idée d'un assassinat. Il n'y avait aucune trace de violence, aucune trace de pas, rien qui n'ait été volé, et on avait signalé la présence d'aucun inconnu sur les routes. Et pourtant, je n'ai pas besoin de vous dire que j'étais loin d'avoir l'esprit tranquille et que j'étais à peu près certain qu'il avait été victime d'une infâme machination. Ce fut en janvier 1885 que mon pauvre père mourut. 2 ans et 8 mois se sont écoulés depuis. Pendant tout ce temps, j'ai coulé à Horsham des jours heureux, et j'avais commencé à espérer que cette malédiction s'était éloignée de la famille et qu'elle avait pris fin avec la précédente génération. Je m'étais trop pressée, toutefois, à éprouver ce soulagement. Hier matin, le coup s'est abattu sur moi sous la même forme qu'il s'est abattu sur mon père. Voici l'enveloppe, reprit-il. Le cachet de la poste est de Londres, secteur Est. À l'intérieur, on retrouve les mêmes mots que sur le dernier message reçu par mon père. K. Puis, mettez les papiers sur le cadran solaire. Qu'avez-vous fait? Demanda Holmes. Rien. Rien. À vrai dire, expliqua-t-il, en enfonçant son visage dans ses mains blanches. Je me suis senti impuissant. J'ai ressenti l'impression que doivent éprouver les malheureux lapins quand le serpent s'avance vers eux en zigzagant. Il me semble que je suis la proie d'un fléau inexorable et irrésistible dont nulle prévoyance, nulle précaution ne saurait me protéger. « Ah, tata !» s'écria Sherlock Holmes. « Il faut agir, mon brave, ou vous êtes perdu, du cran. Rien d'autre ne peut vous sauver. Ce n'est pas le moment de désespérer. » J'ai vu la police. Ah? Mais ils ont écouté mon histoire en souriant. Je suis convaincue que l'inspecteur est d'avis que les lettres sont de bonnes farces et que la mort des miens fut réellement accidentelle ainsi que l'ont déclaré les jurys et qu'elle n'avait rien à voir avec les avertissements. Holmes agita ses poings en l'air. « Incroyable imbécilité !» s'écria-t-il. Ils m'ont cependant donné un agent pour habiter, si je veux, la maison avec moi.
Est-il venu avec vous ce soir? Non, il a ordre de rester dans la maison. De nouveau, Holmes, furieux, éleva les poings. Pourquoi êtes-vous venu à moi? Dit-il. Et surtout, pourquoi n'êtes-vous pas venu tout de suite? Je ne savais pas, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai parlé à Pendergast de mes ennuis et qu'il m'a conseillé de m'adresser à vous. Il y a 2 jours pleins que vous avez reçu la lettre. Nous aurions déjà agi. Vous n'avez pas d'autres renseignements que ceux que vous nous avez fournis, je suppose, aucun détail qui pourrait nous aider? Il y a une chose, dit John Openshaw. Une seule chose. Il fouilla dans la poche de son habit et en tira un morceau de papier bleuâtre et décoloré qu'il étala sur la table. Je me souvins, dit-il, que le jour où mon oncle a brûlé ces papiers, j'ai remarqué que les petits bouts de marge non brûlés qui se trouvaient dans les cendres avaient tous cette couleur particulière. J'ai trouvé cette unique feuille sur le plancher de la chambre et tout me porte à croire que c'est peut-être un des papiers qui, ayant volé loin des autres, avait de la sorte échappé à la destruction. Sauf qu'il y ait question de pépins, je ne pense pas qu'il puisse nous être d'une grande utilité. Je crois pour ma part que c'est une page d'un journal intime. Incontestablement, l'écriture est celle de mon oncle. Holmes approcha la lampe et tous les deux nous nous penchâmes sur la feuille de papier dont le bord déchiré prouvait qu'on l'avait en effet arraché à un carnet. Cette feuille portait en tête mars 1869 et en dessous se trouvaient les indications suivantes. 4. Hudson est venu, même vieille discussion. 7. Envoyer les pépins à Macaulay, Paramore et Swain de Saint-Augustin. 9. Macaulay disparu. 10. John Swain disparu. 12. Visiter Paramore, tout bien. Merci, dit Holmes en pliant le papier et en le rendant à notre visiteur. Et maintenant, il ne faut plus, sous aucun prétexte, perdre un seul instant. Nous ne pouvons même pas prendre le temps de discuter ce que vous m'avez dit. Il faut rentrer chez vous tout de suite et agir. Mais que dois-je faire? Il n'y a qu'une seule chose à faire et à faire tout de suite. Il faut mettre ce papier que vous venez de nous montrer dans la boîte en cuivre que vous nous avez décrite. Il faudra aussi y joindre un mot disant que tous les autres papiers ont été brûlés par votre oncle et que c'est là le seul qui reste. Il faudra l'affirmer en des termes tels qu'ils soient convaincants. Cela fait, il faudra sans délai mettre la boîte sur le cadran solaire comme on vous le demande. Est-ce compris? Parfaitement. Ne pensez pas à la vengeance ou quoi que ce soit de ce genre pour l'instant. La vengeance, nous l'obtiendrons, je crois, par la loi, mais il faut que nous tissions notre toile tant que la leur est déjà tissée. Tandis que la leur est déjà tissée. Le premier point, c'est d'écarter le danger pressant qui vous menace. Après, on verra à élucider le mystère et à punir les coupables. Je vous remercie, dit le jeune homme en se levant et en remettant son pardessus.
Vous m'avez rendu la vie en même temps que l'espoir, je ne manquerai pas d'agir comme vous me le conseillez. Ne perdez pas un moment, et surtout prenez garde à vous en attendant, car je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que vous soyez sous la menace d'un danger réel imminent. Comment rentrez-vous? Par le train de Waterloo? Il n'est pas encore 9 heures. Il y aura encore foule dans les rues. J'espère donc que vous serez en sécurité, et pourtant, vous ne sauriez être trop sur vos gardes. Je suis armée. C'est bien. Demain, je me mettrai au travail sur votre affaire. Je vous verrai donc à Horsham? Non. Votre secret se cache à Londres. C'est là que je le chercherai. Alors, je reviendrai vous voir dans un jour ou deux pour vous donner des nouvelles de la boîte et des papiers. Je ne ferai rien sans vous demander conseil. Nous échangeâmes une poignée de main et il s'en fut. Au dehors, le vent hurlait toujours et la pluie battait les fenêtres. On eût dit que cette étrange et sauvage histoire nous avait été amenée par les éléments déchaînés et que la tempête l'avait charriée vers nous comme un paquet d'algues qu'elle venait maintenant de remporter. Sherlock Holmes demeura quelque temps assis sans mot dire, la tête penchée en avant, les yeux fixant le feu qui flamboyait, rutilant. Ensuite, il alluma sa pipe et, se renversant dans son fauteuil, considéra les cercles de fumée bleue qui, en se pourchassant, montaient vers le plafond. « Je crois, Watson, remarqua-t-il, enfin, que de toutes les affaires que nous avons eues, aucune n'a jamais été plus fantastique que celle-ci. Sauf peut-être le signe des quatre? Oui, sauf peut-être celle-là. Et pourtant, ce John Openshaw me semble environné de dangers plus grands encore que ceux que couraient les Sholto. Mais êtes-vous arrivé à une idée définitive de la nature de ces dangers? Il ne saurait y avoir de doute à cet égard. Et quels sont-ils? Qui est ce cas? Et pourquoi poursuit-il notre malheureuse famille? Sherlock Holmes ferma les yeux et plaça ses coudes sur les bras de son fauteuil, tout en réunissant les extrémités de ses doigts. Le logicien idéal, remarqua-t-il, quand une fois qu'on lui a exposé un fait sous toutes ses faces, on déduit non seulement toute la chaîne des événements qui ont abouti à ce fait, mais aussi tous les résultats qui s'en suivraient. De même que Cuvier pouvait décrire exactement un animal tout entier en examinant un seul os, de même l'observateur qui a parfaitement saisi un seul maillon dans une série d'incidents devrait pouvoir exposer avec précision tous les autres incidents, tant antérieurs que postérieurs. Nous n'avons pas encore bien saisi les résultats auxquels la raison seule est capable d'atteindre. On peut résoudre dans le cabinet des problèmes qui ont mis en défaut tous ceux qui en ont cherché la solution à l'aide de leur sens. Pourtant, pour porter l'art à son summum, il est nécessaire que le logicien soit capable d'utiliser tous les faits qui sont venus à sa connaissance, et cela implique en soi, comme vous le verrez aisément, une complète maîtrise de toutes les sciences, ce qui, même en ces jours de liberté de l'enseignement et d'encyclopédie, est un avantage assez rare. Il n'est toutefois pas impossible qu'un homme possède la totalité des connaissances qui peuvent lui être utiles dans ses travaux, et c'est quant à moi ce à quoi je me suis forcée d'atteindre. Si je me souviens bien, dans une certaine circonstance, au premier temps de notre amitié, vous aviez défini mes limites de façon assez précise. Oui, répondis-je en riant. C'était un document singulier. La philosophie, l'astronomie et la politique étaient notés d'un 0, je me le rappelle. La botanique, médiocre.
La géologie, très sérieuse en ce qui concerne les taches de boue de n'importe quelle région située dans un périmètre de 50 miles autour de Londres. La chimie excentrique, l'anatomie sans méthode, la littérature passionnelle et les annales du crime uniques. Je vous apprécie encore comme violoniste, boxeur, épéiste, homme de loi et aussi pour votre auto-intoxication pour la cocaïne et le tabac. C'était là, je crois, les principaux points de mon analyse. La dernière remarque fit rire mon ami. Eh bien, dit-il, je repère aujourd'hui, comme je le disais alors, qu'on doit garder sa petite mansarde intellectuelle garnie de tout ce qui doit vraisemblablement servir et que le reste peut être relégué dans les débarras de la bibliothèque où on peut les trouver quand on en a besoin. Or, dans un cas comme celui que l'on nous a soumis ce soir, nous avons certainement besoin de toutes nos ressources. Ayez donc la bonté de me passer la lettre K de l'encyclopédie américaine qui se trouve sur le rayon à côté de vous. Merci. Maintenant, considérons la situation et voyons ce que l'on peut en déduire. Tout d'abord, nous pouvons, comme point de départ, présumer non sans de bonnes raisons que le colonel Openshaw avait des motifs très sérieux de quitter l'Amérique. À son âge, les hommes ne changent pas toutes leurs habitudes et n'échangent point volontiers le charmant climat de la Floride pour la vie solitaire d'une cité provinciale d'Angleterre. Son grand amour de la solitude dans notre pays fait naître l'idée qu'il avait peur de quelque chose ou de quelqu'un. Nous pouvons donc supposer, et ce sera l'hypothèse d'où nous partirons, que ce fut la peur de quelqu'un ou de quelque chose qui le chassa d'Amérique. Quant à la nature de ce qu'il craignait, nous ne pouvons la déduire qu'en considérant les terribles lettres que lui-même et ses successeurs ont reçues. Avez-vous remarqué les cachets postaux de ces lettres ? La première venait de Pondichéry, la seconde de Dundee et la troisième de Londres. De Londres, secteur Est. Qu'en déduisez-vous? Ce sont tous les trois des ports. J'en déduis que celui qui les a écrites était à bord d'un vaisseau. Excellent, Watson. Nous avons déjà un indice. On ne saurait mettre en doute qu'il y a des chances, de très fortes chances, que l'expéditeur fût à bord d'un vaisseau. Et maintenant, considérons un autre point. Dans le cas de Pondichéry, 7 semaines se sont écoulées entre la menace et son accomplissement. Dans le cas de Dundee, il n'y eut que 3 ou 4 jours. Cela ne vous suggère-t-il rien? La distance est plus grande pour le voyageur. Mais la lettre aussi a un plus grand parcours pour arriver. Alors je ne vois pas. Il y a au moins une présomption que le vaisseau dans lequel se trouve l'homme, ou les hommes, est un voilier. Il semble qu'ils aient toujours envoyé leurs singuliers avertissements ou avis avant de se mettre eux-mêmes en route vers leur mission. Vous voyez avec quelle rapidité l'action a suivi l'avis quand celui-ci est venu de Dundee. S'il était venu de Pondichéry dans un steamer, il serait arrivé presque aussi vite que leurs lettres. Mais en fait, 7 semaines se sont écoulées, ce qui représentait la différence entre le courrier postal qui a apporté la lettre et le vaisseau à voile qui a amené l'expéditeur. C'est possible. Mieux que cela, c'est probable. Et maintenant, vous voyez l'urgence fatale de ce nouveau cas et pourquoi j'ai insisté auprès du jeune Openshaw pour qu'il prenne garde. Le coup a toujours été frappé à l'expiration du temps qu'il faut aux expéditeurs pour parcourir la distance. Mais cette fois-ci, la lettre vient de Londres et par conséquent, nous ne pouvons compter sur un délai. « Grand Dieu !» m'écriai-je. « Que peut signifier cette persécution impitoyable ?» Les papiers qu'Openshaw a emportés sont évidemment d'une importance capitale pour la personne ou les personnes qui sont à bord de ce voilier. Il apparaît très clairement, je crois, qu'il doit y avoir plus d'un individu. Un homme seul n'aurait pu perpétrer ces 2 crimes de façon à tromper le jury d'un coroner.
Il faut pour cela qu'ils soient plusieurs et que ce soient des hommes résolus et qui ne manquent pas d'initiative. Leur papier, il leur en faut, quel qu'en soit le détenteur. Et cela vous montre que K cesse d'être des initiales d'un individu et devient le sigle d'une société. Mais de quelle société? Vous n'avez jamais entendu parler du Ku Klux Klan? Et Sherlock se pencha en avant, baissant la voix. Jamais? Holmes tourna les pages du livre sur ses genoux. Voici, dit-il bientôt. Nom dérivé d'une ressemblance imaginaire avec le bruit produit par un fusil qu'on arme. Cette terrible société secrète fut formée par quelques anciens soldats confédérés dans les États du Sud après la guerre civile et elle forma bien vite des branches locales dans différentes parties du pays. Particulièrement dans le Tennessee, la Louisiane, les Carolines, la Géorgie et la Floride. Elle employait sa puissance à des fins politiques, principalement à terroriser certains électeurs et à assassiner ou à chasser du pays ceux qui étaient opposés à ses desseins. Ces attentats étaient d'ordinaire précédés d'un avertissement à l'homme désigné, avertissement donné d'une façon fantasque mais généralement aisée à reconnaître, quelques feuilles de chêne dans certains endroits, dans d'autres des semences de melon ou des pépins d'orange. Quand elle recevait ces avertissements, la victime pouvait ou bien renoncer ouvertement à ses opinions ou à sa façon de vivre, ou bien s'enfuir du pays. Si par bravade elle s'entêtait, la mort la surprenait infailliblement, en général d'une façon étrange et imprévue. L'organisation de la société était si parfaite, ses méthodes si efficaces, qu'on ne cite guère de personne qui ait réussi à la braver impunément ou de circonstances qui aient permis de déterminer avec certitude les auteurs d'un attentat. Pendant quelques années, cette organisation prospéra en dépit des efforts du gouvernement des États-Unis et des milieux les mieux intentionnés dans la communauté du Sud. Cependant, en l'année 1869, le mouvement s'éteignit aussi brusquement. Le mouvement s'éteignit assez brusquement, bien que depuis lors, il ait eu encore des sursauts spasmodiques. Vous remarquerez, dit Holmes en posant le volume, que cette soudaine éclipse de la société coïncide avec le moment où Openshaw est parti de l'Amérique avec leurs papiers. Il se peut fort bien qu'il y ait là un rapport de cause à effet. Rien d'étonnant donc que lui et les siens aient eu à leur trousse quelques-uns de ces implacables caractères. Vous pouvez comprendre que ce registre et ce journal aient pu mettre en cause quelques personnalités de tout premier plan des États du Sud et qu'il puisse y en avoir pas mal qui ne dormiront pas tranquillement tant qu'on n'aura pas retrouvé ces papiers. Alors la page que nous avons vue est telle qu'on pouvait l'attendre. Si je me souviens bien, elle portait « Envoyer les pépins à A, B et C », c'est-à-dire l'avertissement de la société. C'est-à-dire que l'avertissement de la société leur a été adressé. Puis viennent les notes indiquant que A et B ont disparu ou quitté le pays, et enfin que C a reçu une visite dont j'en ai bien peur, le résultat a dû lui être funeste. Vous voyez, je pense, docteur, que nous pourrons projeter quelques lumières dans cette antre obscure, et je crois que la seule chance qu'ait le jeune Openshaw en attendant, c'est de faire ce que je lui ai dit. Il n'y a pas autre chose à dire, pas autre chose à faire ce soir. Donnez-moi donc mon violon et pendant une demi-heure, tâchons d'oublier cette misérable époque et les agissements plus misérables encore des hommes, nos frères. Le temps s'était éclairci le matin.
et le soleil brillait d'un éclat adouci à travers le voile imprécis qui restait tendu au-dessus de la grande ville. Sherlock Holmes était déjà en train de déjeuner quand je suis descendue. « Vous m'excuserez ?» dit-il, de ne pas vous avoir attendu. J'ai devant moi, je prévois une journée copieusement occupée à étudier le cas du jeune Openshaw. Quelle marche allez-vous suivre? Cela dépendra beaucoup des résultats de mes premières recherches. Il se peut qu'en fin de compte, je sois obligée d'aller à Horsham. Vous n'irez pas en premier lieu? Non, je commencerai par la cité. Sonnez, la servante vous apportera votre café. En attendant, je pris sur la table le journal non déplié encore et j'y jetai un coup d'œil. Mon regard s'arrêta sur un titre qui me fit passer un frisson dans le cœur. « Holmes !» m'écriai-je. « Vous arrivez trop tard !»« Ah ?» dit-il en posant sa tasse. J'en avais peur. Comment cela s'est-il passé? Sa voix était calme, mais je n'en voyais pas moins qu'il était profondément ému. Mes yeux sont tombés sur le nom d'Openshaw et sur le titre « Une tragédie près du pont de Waterloo ». Et en voici le récit. Entre 9 h et 10 h du soir, l'agent de police Cook de la division H de service près du pont de Waterloo entendit crier « Au secours !» Puis le bruit d'un coup qui tombait à l'eau. Puis le bruit d'un corps qui tombait à l'eau. La nuit extrêmement noire et le temps orageux rendaient tout sauvetage impossible malgré la bonne volonté de plusieurs passants. L'alarme, toutefois, fut donnée et avec la coopération de la police fluviale, le corps fut trouvé un peu plus tard. C'était celui d'un jeune homme dont le nom, si l'on en croit une enveloppe qu'on trouva dans sa poche, serait John Openshaw et qui habiterait près de Horsham. On suppose qu'il se hâtait afin d'attraper le dernier train qui part de la gare et que dans sa précipitation et dans l'obscurité, il s'est trompé de chemin et s'est engagé sur l'un des petits débarcadères fluviaux d'où il est tombé. Le corps ne portait aucune trace de violence et il ne fait pas de doute que le défunt a été la victime d'un malencontreux accident qui, espérons-le, attirera l'attention des autorités sur l'état fâcheux des débarcadères tout au long de la Tamise. Nous restâmes assis pendant quelques minutes sans proférer une parole. Holmes était plus abattu et plus ému que je ne l'avais jamais vu. « C'est un rude coup pour mon orgueil, Watson, » dit-il enfin. « C'est là un sentiment bien mesquin sans doute, mais c'est un rude coup pour mon orgueil. J'en fais désormais une affaire personnelle et si Dieu me garde la santé, je mettrai la main sur cette bande. Pensez qu'il est venu vers moi pour que je l'aide et que je l'ai envoyé à la mort. » Il bondit de sa chaise et, incapable de dominer son agitation, il se mit à parcourir la pièce à grands pas. Ses joues ternes s'empourpraient en même temps que ses longues mains maigres se serraient et se desserraient nerveusement. « Ces démons doivent être terriblement retors !» s'écria-t-il enfin. « Comment ont-ils pu l'attirer là-bas? Le quai n'est pas sur le chemin qui mène directement à la gare. Le pont, sans doute, était encore trop fréquenté, même par le temps qu'il faisait pour leur projet. Eh bien, Watson, nous verrons qui gagnera la partie en fin de compte. Je sors. »« Vous allez à la police? » ?»« Non, je serai ma propre police. Quand j'aurai tissé la toile, je leur laisserai peut-être capturer des mouches, mais pas avant. »
Toute la journée, je fus occupée par ma profession, et ce ne fut que tard dans la soirée que je revins à Baker Street. Sherlock Holmes n'était pas encore entré. Il était presque 10 heures quand il revint, l'air pâle et épuisé. Il se dirigea vers le buffet et, arrachant un morceau de pain à la miche, il le dévora, puis le fit suivre d'une grande gorgée d'eau. « Vous avez faim ?» constatai-je. « Je meurs de faim. Je n'y pensais plus. Je n'ai rien pris depuis le petit déjeuner. »« Rien ? » ?»« Pas une bouchée. Je n'ai pas eu le temps d'y penser. »« Et vous avez réussi ?»« Fort bien. »« Vous avez une piste ?» Je les tiens dans le creux de ma main. Le jeune Openshaw ne restera pas longtemps sans être vengé. Watson, nous allons poser sur eux-mêmes leur diabolique marque de fabrique. C'est une bonne idée. Il prit une orange dans le buffet, l'ouvrit et en fit jaillir les pépins sur la table. Il en prit 5, qu'il jeta dans une enveloppe à l'intérieur du rabat. Il écrivit S.H. pour J.C. Il la cacheta et l'adressa au capitaine James Calhoun, 3-mâts, Lone Star, Savannah, Géorgie. Cette lettre l'attendra à son arrivée au port, dit-il en riant doucement. Elle lui vaudra sans doute une nuit blanche. Il constatera que ce message lui annonce son destin avec autant de certitude que ce fut avant lui le cas pour Openshaw. Et qui est ce capitaine Calhoun? Le chef de la bande. J'aurai les autres, mais lui d'abord. Comment l'avez-vous donc découvert? Il prit dans sa poche une grande feuille de papier couverte de dates et de notes. J'ai passé toute la journée à tes souhaits. J'ai passé toute la journée, dit-il, à suivre sur les registres de Lloyd et sur les collections de journaux tous les voyages postérieurs des navires qui ont fait escale à Pondichéry en janvier et en février 83. On en donnait, comme y ayant stationné au cours de ces 2 mois, 36 d'un bon tonnage. De ces 36, le Lone Star attira tout de suite mon attention parce que, bien qu'on annonçât comme venant de Londres, son nom est celui que l'on donne à une province des États-Unis. Le Texas, je crois? Je ne sais plus au juste laquelle, mais je savais que le vaisseau devait être d'origine américaine. Et alors? J'ai examiné le mouvement du port de Dundee et quand j'ai trouvé que le 3-mât Lone Star était là en janvier 83, mes soupçons se sont changés en certitude. Je me suis alors informée des vaisseaux qui étaient à présent à l'ancre dans le port de Londres. Et alors? Le Lone Star est arrivé ici la semaine dernière et je suis allée au dock Albert et j'ai appris que ce 3-mât avait descendu la rivière de bonne heure ce matin avec la marée. J'ai télégraphié à Gravesend, d'où l'on m'a répondu qu'il venait de passer, et comme le vent souffle d'est, je ne doute pas qu'il soit maintenant au-delà des Godwins et non loin de l'île de White. Qu'allez-vous faire alors? Oh, je les tiens. Lui et les seconds sont, d'après ce que je sais, les seuls Américains à bord. Les autres sont des Finlandais et des Allemands. Je sais aussi que tous 3 se sont absentés du navire hier soir. Je le tiens de l'arrimeur qui a embarqué leur cargaison au moment où leur bateau touchera Savannah. Le courrier aura porté cette lettre et mon cablogramme aura informé le service de police de Savannah qu'on a grand besoin de ces messieurs ici pour y répondre d'une inculpation d'assassinat. Mais les plans les mieux dressés des hommes comportent toujours une part d'incertitude. Les assassins de John Openshaw ne devraient jamais recevoir les pépins d'orange qui leur auraient montré que quelqu'un d'aussi retors et résolu qu'eux-mêmes était sur leur piste. Les vents de l'équinoxe soufflèrent très longuement et très violemment cette année-là.
Longtemps, nous attendîmes des nouvelles du Lone Star. Elles ne nous parvinrent jamais. À la fin pourtant, nous avons appris que quelque part, bien loin dans l'Atlantique, on avait aperçu, ballotté au creux d'une grande vague, les tambours fracassés d'un bateau. Les lettres L, S y étaient sculptées. Et c'est là tout ce que nous saurons jamais sur le sort du Lone Star. Nous avons donc une deuxième nouvelle. Sherlock Holmes n'a pas réussi dans un seul recueil. Terrible. C'est terrible. Nous avons un deuxième échec. Il était censé être infaillible. Nous avions confiance en lui. Ouais, c'était un peu la nouvelle de comment je vais lire ça pour rester Twitch friendly et YouTube friendly. C'était technique, hein. Il y a certains moments où j'ai complètement zappé certains mots. Je pense que ça a quand même été clair pour vous. Mais bon, le vocabulaire est pas terrible, hein. Et le thème est touchy. Et c'est marrant de... Enfin, c'est marrant. C'est particulier de se dire que bah il était obligé d'expliquer ce que c'était alors que de nos jours tout le monde sait ce que c'est. Je pense que cette nouvelle risque de se faire striker un peu fort, hein. Aïe aïe aïe. Alors. Donc. Euh, Est-ce que quoi donc qu'est-ce Je pense que en vrai, je suis un peu claquée et je bafouille beaucoup trop. Ça m'énerve un peu. Je vais être raisonnable. Je vais essayer d'aller me reposer un peu en vrai. Comme ça, on lira les autres nouvelles dans un état de fatigue moins important. Mais ce sera quand même plus simple pour moi aussi. Je vais juste, hop, repasser ici. J'espère en tout cas que vous avez passé une bonne soirée, malgré le thème de la nouvelle. Je vais vous envoyer en raid. On va envoyer des cœurs, des paillettes et de l'amour. Je sais chez qui je vais. Je suis un peu étonnée d'ailleurs qu'elle n'a pas encore coupé. Donc pour une fois, je peux la raid. On va aller la raid. C'est pas que tu bafouilles, c'est que tu bouffailles. Quoi? Hein? Pas compris. Et je comprends même pas les blagues. J'en suis à ce stade. Terrible. Pas compris la blague. Vous pouvez répéter la question.
Bref, n'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas, à rejoindre le Discord pour voir les plannings, les annonces de live, pouvoir discuter, etc. Nous, on se retrouve donc dimanche à partir de 20h. On sera sur The Elder Scrolls Online. On va continuer la zone de la brèche. En attendant, posez-vous bien. Prenez soin de vous. Pensez bien à vous hydrater. Si vous sortez, pensez à vous couvrir, fait froid. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Bye bye.